Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 9 du podcast Up & Thunder. Très heureux de vous retrouver, c'est Pierre qui vous parle. D'abord dans ce contexte difficile, j'espère que vous allez bien. On va essayer de vous divertir un petit peu avec ce podcast. Un podcast bilan de la saison puisque celle-ci semble plutôt très compromise. Avec moi pour parler de cette saison plus que particulière pour le Thunder, deux habitués du podcast maintenant et un casting de rêve j'ai envie de dire. D'abord Solal du compte OKC Thunder Fra. Comment ça va Solal ? Ça va très bien. Toujours un plaisir d'être dans ce podcast. Parler du Thunder avec vous, c'est toujours très cool. Très content de t'accueillir aussi. Et le troisième participant, Morgan, mon collègue du compte We Are Thunder FR. Comment ça va Morgan ? Ça va super, merci. Eh ben, vous l'avez compris, du beau monde pour parler pour faire une espèce de bilan de la saison d'OKC. Donc, deux comptes FR rien que pour vous. La saison d'OKC, elle se voulait être un nouveau départ. On le sait, il y a eu un effectif complètement renouvelé à cette intersaison. On avait pas mal de doutes sur qu'est-ce qu'on devait attendre de cette équipe, si on devait tanker, si on devait jouer la compétition, qu'est-ce qu'attend par exemple de Chris Paul, de Gallinari. Solal, au final, par rapport à tes espérances et notamment à tes pronostics de début de saison, ou peut-être ce que tu espérais, quel bilan tu tires un petit peu de la saison ? Bon, je pense qu'on peut être que satisfait, même plus que satisfait de cette saison, clairement. Après, je suis content par rapport à ce que j'avais prévu sur la saison, dans le sens où, contrairement à ce que beaucoup avaient défendu, on n'est pas parti sur un tank direct. OKC est parti pour jouer et c'est ce qu'ils ont fait toute la saison et à raison quand on voit notre classement aujourd'hui. Donc clairement satisfait et la saison ne pouvait pas mieux se passer pour le Thunder. Les jeunes ont participé, le bilan est extrêmement plaisant et le collectif a l'air parfaitement huilé, donc un vrai plaisir. Je pense qu'on peut être satisfait, et sachant que tous les trois on était plutôt partisans de jouer la compète comparé à d'autres qui voulaient jouer le tanking. Du coup, c'était même une bonne surprise cette saison, j'ai envie de dire, et une surprise qui aurait pu être encore meilleure avec des playoffs s'ils avaient pu être joués. Toi, Morgan, tu peux la même question. Qu'est-ce que tu vas retenir de cette saison et qu'est-ce qui t'a marqué un petit peu ? Bon, je pense que le mot surprise est le mot parfait parce que même si, bon, nous on était plutôt optimistes, moi en tout cas j'étais optimiste dans le sens où je voyais cette équipe plus haut que ce que voyaient les gens en général. Je les voyais autour des playoffs 8, 9, 10, 11 peut-être. Mais mais elle est très surprenante parce que ça clique parfaitement. Quand on voit c'est l'un des meilleurs 5 de la ligue avec Schroeder les trois meneurs. Quand on voit l'impact qu'a Gallinari alors que on pouvait penser qu'il allait partir. Et quand on se remémore l'été qu'on a passé l'été dernier, ben on peut être que satisfait et c'est même un petit rêve dans le sens où je pense qu'aucun supporter pouvait penser à une telle saison. Personne. Même, Ouais, je pense pas. même Las Vegas n'avait pas prévu ça. Et Surtout si Las Vegas. et si vous réécoutez le podcast preview là, qu'on a fait, on parlait de. À un moment, je crois, Solal, tu dis que tu attendais peut-être le Thunder à 37 victoires et on était Ouais, presque quelque chose choqués comme avec ça. Morgan parce que c'était énorme comparé aux attentes. Et là, on est à 40 et la saison n'a même pas pu arriver à son terme, quoi. Donc, c'était vraiment une saison, on va dire, surprise et plus que satisfaisante. Et je pense que ça a apporté un nouvel élan à cette franchise du Thunder et un nouveau souffle un petit peu. Juste le problème c'est qu'on la verra sûrement pas en playoff et ça laisse un petit goût amer. Hmm. Donc bon, hein, même si on est vraiment heureux de cette saison, elle aura toujours un petit goût d'inachevé en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi, Morgan, mais et ce que je voulais dire aussi, c'est que au début de la saison, du coup, on sortait d'une année où les Clippers avaient fini huitième, et donc en plus, on avait récupéré pas mal de leurs joueurs avec Shai, Gallo, etc. Et franchement, au début de la saison, je pense que on est d'accord pour dire que notre scénario rêvé à ce moment-là, c'était une saison à la Clippers où on arrachait une huitième place avec un collectif Hmm. parfaitement huilé. Et au final, ce scénario rêvé, et l'équipe a même réussi à le dépasser en fait en ayant quasiment l'avantage du terrain, il me semble. Donc c'est pour dire à quel point cette saison est quand même assez incroyable de notre côté, quoi.
Après, il y a plusieurs choses à mettre un petit peu en exergue vis-à-vis de cette saison surprise et qui font qu'au final, c'est pas si surprise que ça. D'abord, il y a le talent. Enfin, on le savait, il y avait beaucoup de talent dans cet effectif, même si certains en doutaient. Chris Paul était très revanchard. Gallinari a toujours été un très fort joueur. Shai, on en parlera, je pense, par la suite, est un gros candidat au MIP. Il a énormément progressé. Il a une grosse responsabilité. On a énormément surperformé dans le clutch. Ça, on en parlera aussi peut-être par la suite. C'est peut-être une chose qu'on retiendra de cette saison. En fait, il y a pas mal d'éléments, et surtout un qui n'est pas négligé, et ça, je l'ai déjà dû le mentionner, c'est les blessures aussi. Parce que en prévision de la saison, on se dit, si Chris Paul se blesse, si Gallinari se blesse, comme quasiment toutes les saisons, la saison va être très longue. Et là, ils ont manqué quasiment aucun match. Ouais, c'est ça, hein. Je pense que le côté blessure, enfin, on n'a pas eu de blessure, ou très peu, à part Ferguson. Euh, le, Chris Paul reste un joueur monstrueux quand il n'est pas blessé. Après, les côtés qu'on n'aurait peut-être pas pu prévoir, c'est l'efficacité de Schroeder en sortie de banc qui pouvait être légèrement meilleur que l'année dernière, mais pas à ce point-là. Enfin, en tout cas, pas à mon avis. Moi, j'y croyais pas. Et surtout, Shai, on pensait que ça allait être un très bon joueur, mais de là à être à 20 points de moyenne ou presque, c'était aussi une belle cote. Donc, on a aussi la surprise Lou Wensdort, qui vient de nulle part. Donc, il y a pas mal de choses en fait, qui sont passées parfaitement. Donc, ça reste très surprenant. Et même si on avait du talent, même si on pouvait penser qu'on allait arracher une place de play-off, vu la concurrence à l'Ouest, le talent suffisait peut-être pas forcément pour arriver en play-off. Et là, on a fait plus que dépasser ce. C'est sûr que quand tu vois qu'on est devant Houston et au contact d'Utah, Ouais, c'est... et puis large devant Portland, puis large Ouais, devant les Spurs. ouais. Il y a beaucoup de monde, voire tout le monde, qui nous ont mis derrière Portland au début de l'année, et donc de voir avec un tel écart, c'est très surprenant. Ouais, complètement. Pour continuer un peu de revenir sur la saison, je vous avais demandé de choisir un petit peu une storyline, un truc que vous retiendrez, vous, de cette saison, on va dire, peut-être dans 5 ans, vous dire, ah oui, cette saison-là, il y avait ça. Pour toi, Solal, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que c'est un joueur? Est-ce que c'est un collectif? Est-ce que... Dis-moi. Bah, franchement, ouais, c'est ce que tu as dit, pour moi, c'est le collectif. Je pense que dans l'histoire d'une franchise, il y a pas beaucoup d'équipes comme ça qui ressortent où il n'y a pas un joueur en particulier qui tire la couverture et c'est juste, tu repenses à la saison et tu te dis, c'est juste, j'aime tout le monde dans cette équipe, ils me font tout ce qu'ils font, ils se battent, ils se donnent tous, l'entente est parfaite et chacun amène une pierre à l'édifice à sa façon. Et tout ça, voilà, ça fait une osmose parfaite et on voit que la mayonnaise prend quoi cette année. Et franchement, c'est ça qui va plus me marquer, ouais. Morgane, de ton côté, est-ce que c'est ça aussi? Parce que moi, ça va se rapprocher de ça. Bah, moi, j'ai noté deux choses. Plus que le collectif, moi, c'est le trio de petits qui m'a impressionné parce que on en avait parlé en début de saison, et plus ça allait dans cette saison, plus Donovan s'en servait et plus ça marchait. On aurait pu penser que la défense aurait été un vrai problème avec ce trio, mais finalement, on est tellement efficace en attaque que ça se voit à peine. Donc, premièrement, il y a ça, et deuxièmement, il y a le clutch, où je pense de fin novembre, mi-novembre à janvier, tous les matchs à moins de 5 points, où on les a gagnés, avec Chris Paul qui est en patron, en meneur d'hommes, qui était incroyable dans le clutch, et je pense que bah, on est la meilleure équipe dans le clutch avec le meilleur joueur dans les dernières minutes. Voilà, c'est vraiment pas une chose qu'on aurait pu imaginer en début de saison. Ouais, pour confirmer un peu ce que tu dis, Chris Paul, ça doit être le meilleur scoreur dans le clutch de la saison, avec des pourcentages excellents. Schroeder a fait des bonnes perfs aussi dans le clutch, même le dernier match, ça en est l'exemple type. Et en fait, tout ce trio de meneurs, on en avait parlé dans la preview d'ailleurs, parce que Donovan voulait le mettre en place. Défensivement, ça a tenu la route, parce qu'ils ont tous été investis. On peut parler notamment de Schroeder, qui c'était pas vraiment le cas avant. Et là, ça a plutôt bien fonctionné. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a envie de voir les années suivantes, quoi. C'est vrai que ce trio de meneurs, je pense,
Mais même nous, en tant que preview, on pouvait pas imaginer une telle réussite. Je sais quoi, avant que je fasse un petit peu mon analyse moi de ma storyline, Solal, toi, je sais que la défense dans la preview, t'en avais pas mal parlé. Tu disais qu'on pouvait être élite, et on n'était pas vraiment d'accord avec toi, avec Morgan, et au final, ça t'a plutôt donné raison. Qu'est-ce que t'as pensé un petit peu de cette saison défensive et notamment des progrès de certains joueurs? Je pense à Schroeder, on a un peu tendance à taper sur lui en défense, mais il a été plus que correct. Ouais, tout à fait. Et je pense que on avait en défense au début de la saison, on avait parmi l'effectif beaucoup de joueurs capables en défense, mais aucune certitude. Bah, pour reprendre ton exemple parfait de Schroeder, on avait vu les saisons précédentes par séquence enfin la saison précédente, qu'il pouvait très bien se comporter comme un bulldog et tenir son vis-à-vis tranquillement, mais c'était incapable dans le sens où il le faisait clairement pas tout le temps. Et là, je voudrais franchement féliciter Donovan là-dessus. Parce que autant en attaque, on peut toujours dire oui, mais Chris Paul, etc., c'est un maestro et c'est lui, en vrai, il cache Donovan. Mais en défense, Chris Paul, même avec son QI basket, c'est pas lui qui maîtrise tout ça. Et je pense que Donovan, il faut au moins lui donner ça, que ça reste un très bon coach défensif qui arrive à mettre en place une défense très solide, peu importe le type d'effectif. Et donc, voilà, je pense que c'est pour ça qu'on a une très bonne défense au final. Non, c'est vrai, là-dessus, t'avais plutôt bien vu parce que je crois qu'avec Morgan, on parlait plutôt d'un petit déficit athlétique, notamment en poste 3 et qui avait été plutôt bien compensé. Oui, et puis je pense que comme on l'a précisé tout à l'heure avec le collectif et l'esprit d'équipe, bah quand t'as une équipe qui tire dans le même sens avec pas un joueur qui est au-dessus d'un autre ou avec des égos surdimensionnés, bah tu te retrouves à te battre pour la même cause, et que ça soit d'un niveau un super niveau ou pas, bah les joueurs se tirent vers le haut, et ça crée de l'émulation aussi. Puis on en parle peu aussi vu cette difficulté défensive, mais quand t'as un joueur comme Terence Ferguson qui se bat sur le meilleur joueur, le meilleur arrière tout le match, qui bon va rater tous ses tirs de l'autre côté du terrain, mais qui se donne à fond euh, de ce côté du terrain, bah ça fait une différence aussi. Quand t'as une apparition d'un Lou Wensdorf qui devient le pitbull défensif Mm. attitré, bah c'est aussi un plus qu'on n'avait peut-être pas imaginé. Pour un peu résumer tout ça, moi je vais donner un peu ce que je vais retenir de cette saison. Moi, ça sera vraiment la nouvelle culture qui s'est installée dans la franchise. Avant, on le sait, on avait l'influence, j'ai envie de dire, extrême de Westbrook, que ce soit sur le terrain, en dehors, dans l'organisation même. Là, on avait un nouveau départ avec pas mal d'incertitudes derrière Chris Paul, derrière beaucoup de jeunes aussi, il faut le dire, puisqu'on fait jouer Shaq et Sophomore, on fait jouer des rookies, on fait jouer pas mal de joueurs en contre un rookie. On avait assez peur de la reconstruction et au final, on se retrouve avec une équipe qui jouait l'avantage du terrain playoff, donc ça, c'est pour ça qu'on parle de très bonne surprise. Pour moi, il y a trois hommes à mettre en valeur vis-à-vis de cette bonne saison. D'abord, c'est Sam Presti. Je pense qu'encore une fois, on sous-cote le travail qu'a fait Presti cet été parce qu'on avait ces trades un peu qui crevaient le cœur. Mais là, dans la situation où on est maintenant, avec les pics qu'on a, avec les joueurs qu'on a pour développer, on est quand même dans une situation plus que bonne, voire très 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 bonne. Donc pour commencer, donc faut pas le sous-estimer. Les choix ont été bons. Ensuite Donovan, ça c'est comme tu l'as dit Solal, je te rejoins complètement. Défensivement, il y a des très bonnes choses. Offensivement, il a su un peu se réinventer. Et il a su se réinventer avec le troisième. C'est Chris Paul qui, moi, m'a complètement surpris par lui. Je pense qu'il a inclus de la culture du collectif, de gagner ensemble, de se transcender pour un but commun plutôt qu'individuellement. C'est ce qu'on a ressenti beaucoup avec cette équipe-là. Peut-être beaucoup plus qu'avant où c'était très soliste. Et après, encore une fois, nouveau jeu qui s'est mis en place avec ces trois meneurs, un vrai stretch fort qu'on attend depuis longtemps, donc Gallinari. Pour illustrer un petit peu ça, ce changement offensif est beaucoup plus collectif qu'avant. Il y a des stats que je suis allé chercher. Cette année par match, on faisait 288 passes. L'année dernière, on était à 242, dernier de la ligue. Cette année, on est au milieu de tableau. Quand on compte le nombre de ballons touchés, ça correspond un petit peu aux passes. L'année dernière, on était avant-dernier avant Houston, 372. Et cette année, on est à 408. C'est des chiffres qui montrent en fait que
le ballon est plus partagé, même si on joue toujours sur ISO, on essaie de mettre un peu plus de choses en place. Et ça se voit aussi à l'usage, puisque là, on a Chris Paul à 23, Shai à 23,7, Gallo à 24, Schroeder à 27. Et l'année dernière, c'était Russ à 31, Paul George à 30. Et c'était presque terminé après ça. Donc voilà, vraiment plus d'implication dans tout le monde. Et ça rejoint un petit peu ce que tu as dit, Morgan, sur Ferguson, sur Dort. C'est qu'en fait, on a mis en place un système et une culture qui permet à même des joueurs un peu moins talentueux ou qui n'ont pas d'expérience de s'exprimer. Et ça, c'est Lugensdort tout craché. Tout à fait. Ouais, rien à rajouter. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, mais est-ce que ça vous a convaincu collectivement? Parce que ça, c'est une question aussi qu'on s'était posée dans la preview. On sait, on fait encore pas mal d'ISO, ça cache un petit peu notre façon de jouer, elle cache un petit peu, mais en fait c'est beaucoup de 1 contre 1 basé sur nos guards. Est-ce que ça vous convainc de jouer comme ça? Est-ce que ouais, ça a été séduisant? Moi, ça m'a séduit dans le sens où je pense qu'on joue avec nos qualités. On a des joueurs qui sont très bons en ISO, qui sont pas des croqueurs de ballon dans le sens où, bah, même si Russell Westbrook, on l'adorait, bah, il fallait qu'il ait souvent le ballon. Chris Paul est capable de le lâcher, Schroeder aussi, Shai aussi. Et donc, comme on a beaucoup d'armes dans cette équipe, bah, on est capable et beaucoup d'armes qui sont capables de jouer en ISO, bah, on varie les plaisirs et même si on reste dans ce système-là, puis le côté esprit d'équipe, c'est pas grave si c'est un autre qui brille, un jour c'est Schroeder, un autre jour c'est Shai, un autre jour c'est Paul. Bah, moi, je trouve ça génial. Donc, non, moi, je suis même plutôt friand. Ouais, bah, je te rejoins totalement là-dessus, Morgan. Franchement, j'ai rien à rajouter. C'est un jeu vraiment plaisant, que ce soit à regarder ou en termes d'efficacité. Franchement, ouais, rien d'autre à En dire. fait, on est tellement optimiste qu'il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Il n'y a même pas de points négatifs à dégager, j'ai l'impression. C'est ça qui est fort avec cette saison, c'est que même après un départ qui était un petit peu poussif, on se souvient d'ailleurs que dans le clutch, on avait perdu des matchs et on n'était pas très bon. Tout a cliqué en fait parfaitement. Et on se demandait peut-être où pouvait s'arrêter cette équipe. Et avant de passer un petit point trophée, est-ce que vous pensez, par exemple là au premier tour des playoffs, je pense qu'on aurait pris Utah. En gros, il se serait passé quoi? Solal, tes pronostics un petit peu, si jamais, on sait jamais, ça peut peut-être se passer, mais qu'est-ce qui se serait passé pour nous en playoff? Je pense on sera d'accord pour dire que, à part les équipes de Los Angeles, on peut jouer à peu près tout le monde sans trop être ridicule, quoi. Et il y a même plusieurs équipes où on peut facilement se dire, franchement, il y a moyen. Et c'est invraisemblable de se dire que on arrive à penser là que pour les playoffs, on pourrait franchement passer un tour, que ce soit contre Utah, contre Denver et même contre Houston. On a vu dans les confrontations de cette année que ça s'est plutôt bien passé de notre côté. Donc ouais, franchement, en tout cas, s'il n'y a pas de playoffs cette année, ça serait vraiment triste de ne pas voir ce que ce Thunder peut donner. Complètement. Mais je pense que c'est malheureusement on se dirige vers ça. Et on ne risque pas d'avoir vraiment le même groupe l'année prochaine, je pense, malheureusement. Je sais pas ce que tu en penses, Morgan, mais à mon avis, notamment Gallinari est plutôt partant. Et ce sera peut-être un petit peu de gâchis de pas avoir ce groupe-là. Ah, c'est certain, mais bon, Gallinari, il a eu des dernières déclarations qui lui faisaient dire que bah, son meilleur coéquipier de sa carrière, c'était Chris Paul. Il a eu un discours très porté vers l'équipe, qu'il adorait cette saison, etc. Donc bon, c'est sûr que la cote pour qu'il reste doit être assez élevée. Après, si on imagine que Gallinari parte, j'ai du mal à voir un des joueurs majeurs partir, dans le sens où bah, les contrats sont très hauts pour Chris Paul et Steven Adams. Peut-être que quelqu'un va essayer de l'avoir. Steven Adams, il sera en dernière année de contrat, si je ne fais pas de conneries. Mhm. Peut-être qu'il partira, mais bon. Et Schroeder aussi, si je me Schroeder trompe pas. reste oui, parce il a une belle cote, donc Schroeder reste, et lui aussi, il est en dernière année de contrat l'année prochaine. Donc, ouais. Chris Paul, pour moi, il restera une année de plus. J'ai du mal à le voir partir. Même s'il peut aider énormément de monde vu son niveau, mais qui peut prétendre au titre. Sa cote a bien augmenté en fait. Il est Ouais, c'est devenu vrai. de un petit peu négatif à plus que positif. Mais il Il a a combien d'années prouvé de que. contrat lui encore? Et ben au moins 3, si je me trompe pas. Il en a il a 2 plus 1.
Je pense que c'est ça, et c'est l'option, il la Mm. prend quasiment tous les jours. Oui, oui, Ça, donc, ça me perturbe un peu avec cette saison tronquée, mais ouais, je crois bien que c'est ça. Mais on l'a. Voilà, il y avait la problématique de son salaire, mais il a prouvé en fait qu'il pouvait presque le valoir, j'ai envie de dire. C'était la grande problématique de Chris Paul, mais sa saison, il a pas manqué de match, il a été très bon. Il a été capable de jouer pas mal de minutes, plus que ce qu'on avait prévu d'ailleurs. C'est plutôt plus qu'intéressant. il a 1+1. Un plus un, ouais. Ouais, 1+1. Bah oui, oui. Bah, et pour moi, il doit limite faire partie d'une équipe All NBA, vu son impact et vu le fait qu'on est finalement on soit presque équipe enfin top 4. On est top 5 là, on est cinquième. Donc on serait presque à penser qu'il mériterait d'une récompense à la fin de l'année. Donc il y a que celle-là qui me semble être le possible pour lui. Ouais, il a clairement remis les choses à leur place. Il a fait comprendre que Chris Paul, c'est Chris Paul et que même s'il vieillit, quand il est pas blessé, il est très fort. Il fait Mhm, mhm. partie des meilleurs, quoi. Avant de te laisser enchaîner sur sûrement Chris Paul, Solal, on va commencer notre rubrique trophée. Donc déjà, j'ai mis sur Twitter via mon compte des petits sondages pour que vous nous aidiez à délivrer les trophées de la saison. Le premier, ça a été le trophée de MVP. Bon, bah là, ça a été un plébiscite total pour Chris Paul, 87% des voix. Solal, la saison de Chris Paul, c'est déjà une des meilleures saisons qu'on ait vues par un joueur du Thunder. Bon, on est habitué à des grosses saisons parce qu'on a des très gros joueurs, mais c'est dans des saisons qu'il faut retenir et qui sera peut-être sous-coté à long terme parce que dans le clutch, il a vraiment été exceptionnel, ça on l'a dit, mais il a été parfait en mentor, parfait avec le collectif. Ouais, clairement, on parle des bonnes saisons de Shai et Schroeder et je pense on peut forcément donner un peu de crédit à Chris Paul pour ça. Moi, ce que je retiendrai de sa saison, surtout, c'est en dehors de sa propreté qu'on lui connaît et puis là, en plus, le côté clutch, c'est vraiment le côté leader, le nombre de fois où on voit des images de lui qui rassemble toute l'équipe et qui l'emporte derrière lui. Voilà, ce côté c'est pour ça qu'il n'est pas aimé dans la ligue, ce côté compétiteur et de la gagne à tout prix. C'est quand il est dans ton équipe, faut dire que c'est vraiment kiffant et que c'est un pur leader et puis dans le jeu, bah après il a fait du Chris Paul en termes de maestro, voilà, c'est un joueur historique et c'est un chef d'orchestre magnifique. Je pense qu'il avait besoin de ça en plus pour se relancer et prouver que bah, ces années à Houston, qui c'était un peu plus compliqué vis-à-vis de son rôle, c'était pas la fin de sa carrière en fait. Il était encore capable de faire du Chris Paul comme on l'a vu aux Clippers notamment, où il était très fort, un peu dans le même rôle. Et là, il avait un effectif adapté autour de lui. Et voilà, on n'a pas grand-chose à dire en fait. C'est d'avoir un joueur comme ça alors que tu as tradé deux superstars, c'est quand même exceptionnel pour notre franchise. Le deuxième joueur que j'avais mis dans ce sondage, c'était Shai, il a eu 8% des voix. On doit quand même être satisfait de Shai, non? Même plus que satisfait, je sais pas ce que t'en penses Morgan, mais il a prouvé que c'était, mais ça on l'a déjà dit dans d'autres podcasts, et j'ai déjà pu le dire, que c'était peut-être le lieutenant du futur, peut-être pas notre superstar, mais le lieutenant. Ouais, on peut être plus que satisfait. Je pense que on voit beaucoup en lui, enfin, on voit beaucoup de qualité en lui et il a répondu présent. L'année dernière, aux Clippers, il était dans un vrai collectif où il était un petit peu un électron libre en sortie de banc, mais qui restait dans le collectif. Là, il startait avec des joueurs, ben, avec un Chris Paul qui est plus référencé. Et c'est là aussi où, quand Solal disait qu'on pourra retenir sa saison à Chris Paul, bah peut-être que si Shai passe un cap et encore les années prochaines et que ça devient un All-Star ou un joueur majeur de la ligue, et ben peut-être que Chris Paul aura vraiment joué un rôle dans cette évolution. Et Shai, même s'il a eu des vrais bons passages et des passages un peu plus compliqués, bah si on tire un bilan de sa saison, bah, on peut être que satisfait dans le sens où il fait des stats, il est capable de marquer, il est capable de faire à un moment il avait dit que Billy Donovan lui avait donné un défi de prendre des rebonds, bah il en a pris 20 au match suivant. Oui. Euh, il a les capacités de tout faire et il a un physique atypique, il est long, quand il drive, c'est hyper efficace. Il a un problème un petit peu au shoot et encore, il a pas mal progressé, je trouve. Même si sa technique, elle est pas irréprochable. Donc, il a énormément de qualité. Nous, on le voit peut-être plus beau qu'il n'est, mais on espère qu'il va l'être. Du coup, ce joueur qu'on aura sur les prochaines années et qui va nous porter
qui va nous porter dans les séries de playoffs, espérons-le. Solal, toi un petit peu pareil, les points on va dire positifs et peut-être négatifs de la saison de Shai, et quel plafond tu lui donnes, jusqu'où tu le vois aller en fait dans les futures années? Bah, forcément, la progression est folle pour Shai, et surtout, je me rappelle que, puisqu'on fait toujours ce parallèle par rapport au début de saison, au début de saison, on avait sa saison aux Clippers en tête. Et moi, ce qui m'impressionne vraiment chez lui, c'est que sa saison aux Clippers, il est reconnu comme un très bon défenseur et un gars qui a su mener le jeu là-bas, ou en tout cas distribuer la balle, etc. Et il arrive à OKC, il y a Chris Paul à côté de lui, et il fait quoi? Et bah, il plante 20 points, et comme l'a dit Morgan, il prend des rebonds, et toujours en restant un bon défenseur et quelqu'un qui sait lâcher la balle. Mais voilà, il a su rajouter une palette impressionnante à son jeu. Et après, il reste jeune, et pour parler, parce que faut bien trouver des points négatifs, et après je te laisserai la parole, mais euh, voilà, sa palette, il reste quand même jeune, donc c'est sûr il y a toujours un peu de déchets en attaque. On le voit des fois un peu trop forcé sur le 1 contre 1, mais enfin, saison impressionnante, et une palette encore plus impressionnante qu'avant. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Moi, ce que j'aimerais dégager un petit peu de ce qu'il a montré, ben, c'est comme toi, c'est qu'il était réputé créateur. Moi, je voulais voir comment il s'inscrivait dans le collectif, notamment s'il allait jouer des fois tout seul meneur, donc ça n'a jamais été le cas, mais il a été surtout scoreur. On l'a vu sur des drives, il se créait ses propres tirs avec des flotteurs, des rivers, des choses comme ça, et ça a été très impressionnant. Par rapport à son tir, un petit peu comme l'a mentionné Morgan, ça va être son axe de progression, je pense, qui va faire si ça devient un All-Star ou si ça devient un potentiel MVP, pourquoi pas. C'est s'il arrive à développer son tir, qui est encore pas parfait gestuellement, il est un peu lent, il met un petit peu de temps à lâcher la balle une fois qu'il a planté les appuis. Il arrive à mettre des step back, il arrive à être bon en catch and shoot, mais c'est pas encore un grand shooter. Je pense que son plafond, il pourra l'atteindre que s'il développe ça. Et ensuite, ce qui m'a par contre beaucoup impressionné, c'est sa capacité, je pense, dans le futur, à défendre sur 3 postes, quoi. Voire 4 si on se joue avec un petit ailier en face, mais du poste 1 au poste 4 ou 3-4, il est très efficace, il est très long, il peut gagner des ballons, et c'est ça aussi qui est intéressant malgré sa jeunesse, c'est que les soirs où comme l'a dit Morgan, il n'arrivait pas à scorer, et ben il va prendre des rebonds, il va faire l'interception, on l'a vu plusieurs fois, qu'il va un peu faire tourner le match, il va provoquer une faute ensuite, enfin il y a pas mal de choses comme ça, et ça c'est des choses qui en termes de culture aussi pour la franchise et sur quoi s'appuyer sont très importantes, que juste un scoreur, juste un soliste, un petit peu comme peut-être d'autres franchises l'ont pour l'instant. Et puis, il a un côté vicieux qui est très plaisant et qu'il a dû travailler avec Chris Paul, Ouais, ça, Gallinari on le et sait Dennis ça, oui. Schroeder. On sait avec qui Il il a a les travaillé. moyens Ouais. de gagner des fautes, il a passé des soirées à tirer 10 lancers francs ou des trucs comme ça. Donc c'est des choses, des petites choses qui nous font dire que les apports de Chris Paul, Gallinari, voire Schroeder dans le futur pourront peut-être lui servir à être plus qu'un All-Star peut-être, même si déjà être All-Star ça serait déjà très bien. Il en était Mais pas si loin que ça. Il en était pas si loin que ça. Après, il y a un moment où il oui, était vraiment fort et on se disait, bon, peut-être que. ouais, il y avait quand même beaucoup de joueurs qui avaient Ouais. des stats monstrueuses Mm, mm, mm. par rapport- et La bon voilà. concurrence était folle, par contre, ouais, Ouais, complètement. voilà. Le troisième joueur du sondage MVP que j'avais mis, et c'est assez fou, c'est que c'était le troisième meneur, et c'est lui qui a eu le troisième plus de voix avec 4%, c'est Schroeder. Là, je vais aller vers Morgan parce que on le verra ensuite. T'étais très bas sur Schroeder à l'intersaison. T'avais du mal à le voir s'illustrer aux côtés de Chris Paul, ne pas avoir trop de lumière, être dans le bon mood pour faire avancer la franchise. Et au final, c'est peut-être lui qui s'est le plus adapté et qui s'est bien plus dans son rôle de sixième homme. Il va peut-être avoir ce titre-là d'ailleurs. Donc, vas-y, fais tomber un coup de pas sur Schroeder. Vas-y, je te laisse faire. Ouais, en fait, là où je le voyais bas, c'est dans son attitude, dans le sens où je pensais que le fait que Paul George et Russell Westbrook soient partis, il se serait dit dans sa tête que ça devait être un joueur majeur, peut-être titulaire, et que sachant qu'on allait peut-être pas gagner autant de matchs que lui le souhaitait, ça allait pas bien se passer. Après, en termes de qualité de joueur, j'avais pas trop de doutes dans sa capacité à être efficace.
C'est seulement le fait que il a su surdominé quand il rentrait sur le terrain. Il a su être le joueur avec peut-être le plus d'impact sur les quelques minutes qu'il avait. Enfin, il a été juste monstrueux. Donc, si je devais donner mon mea culpa, c'est sûr que je le donnerais parce que moi, en plus de d'être performant, j'ai vraiment apprécié à l'aimer parce que c'est un joueur que j'appréciais pas beaucoup avant qu'il arrive au KC. L'année dernière, je l'aimais bien, mais voilà. Et là, il m'a fait complètement changer d'avis sur lui. Donc, ouais, je vais faire mon mea culpa. Solal, moi, ce qui m'a aussi marqué sur Schroeder, c'est son attitude. Toujours le premier debout pour relever les autres, le premier debout pour encourager. On l'a vu aussi avec des très bonnes attitudes. Le seul point négatif, c'est ce rôle de sixième homme qu'il n'a pas vraiment envie d'assumer tout le long de sa carrière comme Lou Williams, j'ai envie de dire. Est-ce que Schroeder, pour toi, ça peut être un des meneurs du futur d'OKC parce qu'il reste jeune et voilà, est-ce qu'il peut s'inscrire dans la durée vis-à-vis de la saison qu'il a montrée? Je pense que s'il veut s'inscrire dans la durée, il va falloir qu'il accepte ce rôle de sixième homme, ou à moins qu'il passe encore un step et qu'il améliore encore son jeu. Mais je pense, en fait, j'ai l'impression que cette saison, vraiment, son caractère qu'on lui connaissait déjà à Atlanta, un peu de bulldog, trash talk, mais du coup les gens l'aimaient pas trop parce qu'il avait un peu une grande gueule par rapport à son rôle. Et là, cette année, cette équipe, avec son rôle de sixième homme, cette équipe de battants, etc., j'ai l'impression que c'est tombé en fait en résonance parfaite et que ce rôle, avec cet environnement, ça lui va tellement bien que j'aurais du mal à le voir dans le futur à prendre un rôle de meneur titulaire, quoi. Je suis d'accord avec toi. Je pense que le rôle de sixième lui va vraiment bien puisqu'il a beaucoup le ballon, il peut prendre ses tirs, il a l'avantage constamment sur le meneur adverse et puis ça l'empêche pas de jouer dans le clutch où je pense pour un joueur c'est quand même le plus important quoi. C'est dans les moments chauds. Et on l'a vu, il pouvait être décisif dans ces moments-là en plus. Et moi depuis le début, j'ai toujours tendance à dire qu'à côté de Shai, il peut être vraiment bien en fait dans le futur. À voir quel autre profil de guard on pourra avoir, parce que Chris Paul ne sera pas là sur du très 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 longtemps, mais je le trouve plus que cohérent à côté de Shai pour faire un backcourt. Dernier joueur que je voulais aborder là dans ce groupe MVP, et par contre dans le sondage personne ne l'a respecté puisqu'il a eu 0 voix, c'est Danilo Gallinari. En fait les 0 voix, je pense que ça sous-cote clairement le niveau de Danilo Gallinari cette saison, surtout offensivement, puisque défensivement on sait que c'est pas son fort, mais il a fait les efforts, mais offensivement c'était quand même très très costaud. Je sais pas ce que t'en penses Solal, mais j'étais impressionné par sa constance et par même dans sa création de tir, c'était vraiment fort. Ouais, mais tu vois, enfin, je suis pas étonné qu'il ait recueilli 0 voix. Non, moi non plus, mais Et en même c'est temps, méchant quoi. ouais, non, mais ce que j'allais dire justement, c'est qu'en même temps, si t'avais fait un vote pour la deuxième place, je pense, tu vois, qu'il aurait été Ah, assez haut par contre. ouais, je vois ce Dans que le tu veux dire. sens où cette année, ça a jamais été le leader de l'équipe ou l'affiche de l'équipe. Mais par contre, comme tu as dit, franchement, en lieutenant, enfin, c'est tellement le joueur parfait. Dès que tu es un peu dans le mal, à tout moment, il peut, en regardant son joueur droit dans les yeux, son vis-à-vis, il lui plante un shoot sur la gueule et il te remet dans le match comme ça. En termes d'efficacité, franchement, c'est tellement agréable à OKC quand on a connu ces années de disette à l'aile en termes de pourcentage derrière l'arc. Ouais, clairement, c'est très efficace et un excellent lieutenant qui fait pas de bruit, mais qui fait les efforts là où il faut. Ouais, moi, si je pourrais rajouter un truc, ouais, comme dit Solal, euh, Gallo, en fait, c'était souvent le deuxième meilleur joueur de chaque match. Nous qui avons avec Mhm. Pierre fait puis avec Solal aussi, mais tous les live tweets où on a fait un, un visuel à chaque match où on disait le joueur du match, souvent on se pose la question est-ce qu'on met Chris Paul ou Gallinari, et puis finalement on va choisir Chris Paul parce que dans le clutch il a été meilleur. Mais dans le match, Gallinari Ouais. fait son match et Il a été score. très souvent dans les suggestions en fait. C'est Ouais, ça. voilà. Et pas souvent pris, mais bon, quand on le voit, par exemple, le match à Houston, je sais plus qui on avait mis, mais c'est Schroeder qui plie le match à la fin. Mais c'est Gallinari qui te colle 3 paniers à 3 points pour faire revenir toute l'équipe. Et voilà, il a eu quelques moments dans le clutch où il a été bon, mais c'est souvent lui, pendant le troisième quart-temps, qui va te remonter, qui va te faire refaire l'écart par 2 ou 3 paniers à 3 points et faire le travail comme il faisait bien en défense, même si c'est difficile pour lui souvent. Mais il a toujours été efficace dans ce rôle de scoreur.
dans ce rôle de celui sur qui on compte pour marquer des points quand on a un peu de mal. Moi, il y a trois choses un petit peu que je retiens de lui. Déjà, la première, c'est qu'il n'a pas été blessé. Et ça, pour Gallinari, c'est quelque chose de presque unique, j'ai envie de dire, et qui l'aide vraiment pour faire une grosse saison, parce qu'il avait énormément de pépins physiques auparavant. La deuxième chose, c'est que il a l'équipe gagnée en fait. On l'a dit au début de la saison, il avait des propos un peu durs avec le Thunder. Il voulait pas vraiment jouer là, il voulait jouer dans une équipe compétitive. Mais là, l'équipe compétitive, il était dedans. Et je pense que ça l'a vraiment motivé, ça l'a vraiment fait passer un cap mentalement. Et il commence, ça on l'a un petit peu vu, il commence, je pense, à s'accrocher un petit peu à la franchise et à la ville. Et si financièrement c'est possible, je suis pas complètement sûr qu'il s'en aille cet été en fait, et ça serait une très bonne surprise de le garder, puisque, et il l'a prouvé cette saison, et c'est mon troisième point, c'est que en termes de troisième option, balle en main, en spot-up shooter, poste 4 qui nous manque, en stretch 4 à côté de nos guards, je pense qu'il y a difficilement mieux en NBA actuellement. J'ai pas de nom en tête. S'il y en a des gens qui peuvent me le dire, dites-le, mais je vois pas de tel profil, et c'est ça aussi qui va attirer pas mal de gens, mais il est vraiment très intéressant, malgré une petite limite défensive, on le sait, il a été ciblé des fois sur les pick and roll, mais il est vraiment très intéressant dans ce rôle-là. On l'a même vu jouer des pick and roll, lui, avec Steven Adams, et c'était très chiant pour les défenses d'ailleurs à défendre ça. Un dernier mot sur Gallinari, qu'est-ce qu'on retiendra de Gallinari, est-ce qu'il peut être là l'année prochaine? Comme t'as dit, je pense que il fait partie des tout meilleurs dans son style de jeu. Donc c'est pour ça que on a vu pas mal de dont Miami pendant la star saison vouloir le récupérer. Après là où ça va peut-être être plus compliqué, c'est que je pense qu'on risque pas de mettre une blinde sur lui, dans le sens où on est quand même parti sur une mini reconstruction. Donc après s'il accepte un peu moins, peut-être que comme c'est un joueur qui est dans le top de son style, il y a une équipe qui va mettre une blinde sur lui et donc il va préférer aller là-bas. Je sais pas, c'est difficile à dire. Déjà qu'on pense que c'est possible qu'il reste, c'est déjà quelque chose d'assez inattendu. Donc bon, j'ai pas mal de mal à voir ce qui va se passer pour lui. C'était. Le problème, c'est qu'il est pas, c'est pas une superstar où les équipes vont mettre vraiment beaucoup d'argent, mais c'est pas n'importe qui non plus. Et lui, il voudra être dans une équipe qui gagne. Et les équipes qui gagnent, je sais pas si elles ont énormément d'argent à mettre sur un joueur comme ça. Donc, est-ce qu'il préférera une situation intermédiaire comme à Oklahoma City? Juste dire juste j'ai dit qu'il vieillissait quoi. Donc peut-être Oui, ah qu'il oui. va avoir ce facteur-là en tête et donc peut-être accepter moins que. Ouais, oui, c'est vrai qu'il est vieillissant. Ouais. Donc, est-ce qu'il va sacrifier de l'argent? Ça sera intéressant de voir cet été, qui va être très spécial de toute façon. On va passer au deuxième trophée, le défenseur de l'année. Et alors là, c'est la surprise de la saison, puisque pour avoir écouté le podcast preview, on n'a même pas prononcé son nom dans le podcast. Et là, il a un trophée à la fin de la saison. Bien sûr, bon, les votes ont été plus serrés, mais avec 48,6%, c'est Lou Dort qui a eu le Graal. Enfin, que dire? C'est un rookie, two-way contract, qui a été monstrueux sur les 20 matchs qu'il a dû jouer en tant que titulaire, à défendre sur Lillard, à défendre sur Paul George, à défendre sur n'importe quel poste. Est-ce que Lou Dort, c'est pas... Est-ce qu'on le sous-cote peut-être pas un petit peu dans la future reconstruction Solal? Est-ce que ça peut pas être une pièce très importante? Je pense que enfin, vous allez être étonné, mais moi déjà, je l'aurais vraiment pas donné à Lou Dort, ce titre. Ah. Et je suis plus... Enfin, en fait, je l'adore. Et déjà, avant que la saison commence, bon, on n'en avait pas parlé, mais j'avais regardé les reports pour la draft, etc. Et j'avais vu que c'était un beau buff. Et quand j'ai vu qu'on l'avait obtenu comme ça, non drafté, franchement, j'étais vraiment content. Mais je pense que je parle seulement défensivement là. Mais je pense qu'on l'aime tellement qu'il nous a fait beaucoup trop oublier Ferguson et on en parlera après du coup. Mhm. Mais voilà, Lou Dort a fait un très beau taf, vraiment étonnant. Je pense que absolument personne pouvait attendre ça de lui. Mais voilà, moi je garde franchement Ferguson en défense. Je pense qu'on le sous-estime un peu trop par rapport à ses performances offensives et ses blessures récentes, quoi. Oui, et le fait que Lou Dort lui ait pris la place dans le 5 Ouais, aussi. voilà. Donc toi, t'aurais voté pour Ferguson, qui a eu d'ailleurs 17% des votes, on y reviendra peut-être après. Toi, Morgan, du coup, est-ce que tu l'aurais donné à Lou Dort? C'est peut-être ça que j'aurais dû poser comme question. Moi, je l'aurais donné à Lou Dort, même si pareil, hein, Ouais. je suis un fan de Ferguson dans le sens où
vu les progrès qu'il a fait défensivement, on sent que bah il est passé sous l'aile de André Robertson. Et je trouve qu'il lui ressemble énormément dans ses attitudes défensives. Après, offensivement, bah, il commence à le ressembler aussi, même si sa gestuelle, même si sa gestuelle est bien meilleure. Moi, là où je trouve Dort impressionnant, c'est, bah, déjà, il a un côté Marcus Smart que moi j'adore. Ouais. Buff, défensivement toujours présent, il passe toujours au-dessus des écrans. Il, enfin, il est monstrueux, il obtient des passages en force à tous les matchs. Ouais. D'ailleurs, Et ça, avec Alan, on l'avait dit dans le podcast post-draft que Lou Dort, c'était Marcus Smart. ouais, Je bah, vous invite à réécouter. physiquement déjà, il a quelques similitudes. Et je trouve que même offensivement, même si bon, et là il a du déchet, que son geste, que son shoot n'est pas encore, n'est pas bon, mais il a des choses intéressantes. Il sait, bah, il a un handle plutôt correct. Il a une mécanique de shoot qui est pas dégueulasse. Il est capable de driver. Il a fait quelques drives superbes durant la saison. Moi, je trouve il a vraiment un potentiel offensif peut-être supérieur à celui de Ferguson en fait. Donc peut-être que oui, dans le futur, on s'en servira un peu plus que Ferguson. Je sais pas, mais moi j'y crois hein, dans le sens où il va avoir un contrat et peut-être sur la durée. Oui. On le verra, il sera au moins un joueur de banc efficace, je pense, dans le futur. Bah, là, typiquement, Lou Dort, il risque d'avoir un contrat de plusieurs années, avec une année en team option, voire 2 années en team option, en fait, pour voir comment il évolue, mais avec un salaire décent pour un rookie, on va dire. Ouais, qui se rapprochera d'un contrat rookie. Moi, je l'aurais pas donné à Lou Dort, et je reviendrai après pourquoi. Mais c'est vrai qu'il a été très impressionnant et je comprends pourquoi les gens lui ont donné. Sur la fin de saison, c'est lui qui met un peu cette intensité défensive dès le début des matchs. Par rapport à ce que tu as dit, Morgan, je te rejoins dans le fait qu'il est capable, lui, de, par exemple, mettre des backdoors, mettre des coupes pour profiter de l'attention qui est captée par les meneurs. Il est capable athlétiquement de prendre la balle, un petit peu de la portée, d'aller finir au cercle, ce que n'est pas capable de faire Ferguson. Par contre, j'ai quand même si c'était compliqué sur la fin de saison, beaucoup plus confiance en Ferguson au niveau du tir à 3 points. Je pense qu'il est, je pense qu'il est capable de revenir à un pourcentage décent. Ferguson l'année dernière, il était vraiment bon. Et c'est pas logique que là où il a eu les mêmes tirs, il n'a pas été capable de confirmer ça. Je sais pas, entre les deux, bon, Lou Dort a beaucoup plus la hype en ce moment, c'est certain, et on aura l'occasion de reparler de Ferguson ensuite, puisqu'il a un trophée. Mais moi, j'aurais donné le trophée en encouragement, on va dire, à Steven Adams. Ah ouais? Pourquoi? Ouais. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans le sondage, c'est ce que je voulais voir s'il avait des votes. Il a fini deuxième à 26%. Alors, c'est pas le meilleur défenseur, je pense, de l'équipe, mais on se rend pas compte à quel point il est indispensable, en fait. C'est-à-dire que, regardez les matchs où Nerlens Noel a starté, alors, j'adore Nerlens, mais c'est pas la même chose défensivement, pas du tout. Je pense qu'on sous-cote l'impact d'ancrage, en gros, que Steven Adams, d'ancre qu'a Steven Adams dans la défense du Thunder. C'est lui qui gère tous les écrans, il est capable de s'adapter assez bien. Donovan l'a fait sortir des fois beaucoup plus loin que ce qu'il faisait avant, et ça a été plutôt intéressant. Et au niveau du rebond, il est plus qu'important, parce que la différence de Noël, qui par exemple lui est tout le temps en train de sauter et qui concède du coup beaucoup de rebonds défensifs, qui concède beaucoup de rebonds offensifs à l'adversaire, lui Adams il va plus bloquer, rester au sol, alors il contre moins, il est moins impactant, et c'est souvent ce que les gens regardent en défense intérieure, mais il dissuade et il tient le joueur en fait, donc le joueur ne prend pas le rebond, et c'est aussi simple que ça, c'est des petites choses comme ça qui font que pour moi Adams en fait méritait au moins une bonne place dans ce classement, donc je suis content que mes abonnés l'aient mis là, mais ouais, je leur ai donné un petit peu en encouragement, puisqu'on a beaucoup tapé dessus, surtout au début de saison, et il a fait une très bonne fin de saison, je crois notamment c'est début janvier, où il fait une grosse série de matchs, et c'était, voilà, il méritait quand même d'être mentionné, puisqu'on va pas trop en parler dans le podcast. Ouais, il a prouvé des choses, encore une fois, que c'était un très bon tout-way pivot, j'ai envie de dire, notamment dans la création du jeu, où on lui a demandé un peu plus de choses, de jouer un peu plus loin du panier. Je vais me poser question juste sur lui, à vous deux, c'est qu'est-ce qu'on doit faire lui en fait dès l'année prochaine? Est-ce qu'il a un package sympathique qui l'oblige de le re-signer? Est-ce qu'on le trade? Qu'est-ce qu'on en fait, voilà. Ouais, avant de répondre à ça, moi je sais pas ce qu'en pense Solal, mais on en a déjà parlé assez régulièrement avec Pierre concernant Adams, mais on est amplement d'accord dans le sens où défensivement, souvent c'est pas lui qui fait les stats, il prend peut-être pas assez de rebonds à notre goût,
mais il box out, il est toujours là. Enfin, c'est un vrai joueur d'équipe. Il fait travail de l'ombre depuis des années. Il continue à le faire. On pensait qu'il allait peut-être améliorer ses stats. Finalement, non, pas tant que ça, ou même pas. Donc ouais, on a souvent des commentaires quand on fait les lives. Ouais, pourquoi Noël joue plus? Bah, je pense qu'au bout d'un moment, je trouve d'ailleurs que ce duo-là marche parfaitement parce que c'est Ouais. deux styles différents. Mm, mm. Mais Adams reste primordial, même si physiquement on a l'impression qu'il est peut-être pas au top de sa forme. Il reste primordial et c'est un socle pour cette équipe. Après, Quand il est au top, en tout cas, il est fort. C'est ça le truc, c'est qu'on l'a eu ouais, souvent semi-blessé aussi. ouais. Pour ce qui est de l'avenir, pour moi, même si moi j'aime beaucoup et qu'il reste important pour l'équipe, il coûte trop cher. Il a un contrat qui est encore trop cher pour. Donc après, à voir si il est capable d'accepter un contrat en baisse, je sais pas. Moi, je le re-signerai pas pour un contrat à ce niveau-là. Ça, c'est clair. Après, s'il accepte une baisse, bah, évidemment que je le garde, hein. Autour de 20 millions, un peu moins, je le garde. Ah, c'est ce qu'il a quasiment actuellement. Je Bah, pense que ça. il a 25, hein. 25-27, ouais, Ouais, hein. ouais, ouais. 25 et il fait 27 l'année prochaine, je Mais crois. tu vois, même 20 millions, ça me paraît. Ouais, je Oui, suis ça me paraît, d'accord, c'est hein. vraiment le max, quoi, C'est 20 pour ça que millions. je dis. Ouais, ouais. Solal, un petit peu ton avis sur Adam, puisque moi je suis plutôt d'accord avec Morgan et je suis plutôt dans l'équipe de il faut pas se presser pour le trader et c'est pas une priorité en fait. Sachant que Noël est free agent aussi, accessoirement. Bah, sur ce point, je pense que je vais vous rejoindre pour une raison. Vous en avez pas trop parlé, vous avez bien souligné sa défense, mais justement, moi, là où il m'a le plus impressionné, c'est vraiment sur ces séquences où c'est un vrai pivot, pas dans le sens basket du terme où il est dans la raquette, mais un pivot dans le sens où il joue vraiment un rôle de tour de contrôle dans notre attaque, où il est en tête de raquette et il y a des écrans qui se font autour de lui, il y a Ferguson qui court, Chris Paul qui fait une course, Schroeder, un backdoor peut-être pour le Dort, etc. Et c'est lui qui est en tour de contrôle de toute cette attaque dont on applaudit le collectif et je pense que la raison qui fait que j'ai pas envie de le trader à tout prix, c'est qu'en fait, c'est un élément vraiment essentiel de cette attaque qui nous fait tant kiffer et qui change des dernières années, qui est bien plus fluide. Je pense qu'il en est responsable et c'est pour ça que je vous rejoins sur le fait que ça, c'est pas nécessaire de le trader. Mais par contre, s'il y a une offre pour moi qui contient des jeunes et quelques salaires expirants, ça se refuse pas. Oui, ça je suis d'accord. Ça je suis d'accord. Mais c'est important aussi de souligner le point que tu as souligné là, offensivement, notamment dans la fluidité du jeu. C'est vrai qu'il a été très important, donc je suis plutôt d'accord avec toi. Pour finir sur ce trophée-là, donc on a mentionné Ferguson qui avait la troisième place, Chris Paul quatrième. J'aurais aimé mettre Schroeder juste pour la mention aussi puisqu'il a bien progressé dans cet aspect-là et c'est un peu un de mes combats. Mais il y avait 4 choix sur Twitter malheureusement. Euh, le trophée suivant, bah, c'est la surprise de la saison. Donc trophée surprise sans trop de surprise au final puisque Lugensdort l'a emporté 54%. Shai deuxième à 26%. Chris Paul et Schroeder aussi par rapport à leur saison qui ont dépassé peut-être les espérances. À qui tu l'aurais donné, toi, Solal, ce trophée-là? Oui, bah après, là, je pense qu'il n'y a pas trop de discussion en soi, parce que Lou Dort, il vient de nulle part. Il s'entraîne même pas avec l'équipe, et au final, C'est ça, c'est ça. ça, je trouve ça vraiment incroyable, qu'il arrive à pas s'entraîner avec l'équipe, mais, enfin, ouais, ça, c'est vraiment une histoire de fou. Mais ouais, clairement, personne, on pouvait peut-être penser, voilà, qu'il irait grappiller un petit rôle sur le banc, mais de là à ce qu'il devienne le défenseur titulaire en l'absence de Ferguson, voilà, c'est incroyable. Pour expliquer aux gens, il est en tout et contract, c'est-à-dire qu'il a le droit, je crois, à 45 jours avec la franchise. Donc ils essayent de le faire jouer un maximum de matchs, donc ils l'amènent pas à l'entraînement pour que ça fasse pas un jour avec la franchise. Donc il s'est quasiment jamais entraîné, voire jamais de l'année avec la franchise. Il s'est peut-être entraîné que avec la G-League, où il a commencé la saison d'ailleurs. Que je l'aurais donné à Lou Dort aussi, je pense peut-être que toi aussi, Morgan. Oui, pour moi, c'est la définition de la surprise. Donc oui, évidemment. Après, Shai, c'est surprenant dans le sens où il a réussi à être régulier à un très haut niveau, mais on pouvait imaginer qu'il atteigne ce niveau-là au mieux, quoi. Alors que Lugensdort, je pense que ouais, comme a dit Solal, on pouvait imaginer qu'il ait un petit rôle en fin de saison parce qu'il a montré deux trois choses. Là, il est titulaire, il joue 25 minutes voire 30 minutes par match. Ouais, c'était inimaginable. Donc ouais, c'est évidemment la surprise de la saison.
D'ailleurs, si Lou Dort, tu écoutes ce podcast pendant ton confinement, n'hésite pas à venir participer. Dernier trophée sérieux, puisque après on a fait une petite catégorie de trophées un peu moins sérieux cet après-midi. La déception de la saison. Donc là, on passe côté négatif. Là, on est plus sur des joueurs un peu plus sombres, on va le dire. Ferguson, il remporte le trophée avec 54% quand même des votes. En fait, je sais pas ce que t'en penses, Morgane, mais moi, je pense que les gens en attendaient que ça devienne un vrai poste 3 titulaire, défenseur, avec un tir qui confirme l'année dernière. Et ça a été plutôt l'inverse. C'était une saison compliquée pour lui, où il a manqué de confiance, il a manqué de... En fait, il a manqué de rythme aussi parce qu'il a été blessé. Ça a été une mauvaise saison pour lui, et c'est pour ça que sa hype est beaucoup descendue, comme on a pu l'évoquer auparavant. Ouais, moi, tu vois, cette catégorie-là, moi, j'en ai pas de joueurs qui m'ont déçu. Notre saison, elle est tellement bonne que même un joueur qui peut-être n'a pas répondu à toutes les attentes, je l'aurais pas mis. Je sais plus qui t'avais mis d'ailleurs dans tes quatre. Ferguson, Diallo, Muscala et Adams. Ouais, je sais même pas pour qui j'ai voté d'ailleurs. Mais Ferguson, oui, il est décevant dans le sens où il a pas su concrétiser ses progrès de l'année dernière dans le shoot, enfin dans le pourcentage au shoot. Mais moi, il m'a tellement fait plaisir défensivement parlant que ça s'est contrebalancé en fait. Donc c'est peut-être la déception de la saison pour pas mal de monde, mais peut-être parce qu'on en a pas finalement tant que ça. Même Diallo qui a pu décevoir des gens, on n'en attendait pas non plus euh, des choses Monts et incroyables. merveilles, ouais. Adams, ouais, oui, on aurait pu attendre plus de stats, mais finalement il fait le taf comme il sait faire, donc ouais. Moi, oui, c'est un peu décevant. Moi, c'est plus, ça m'attriste en fait. En fait, on le voit qu'il a un manque de confiance assez incroyable. Donc c'est plus ça qui me déçoit de lui, mais finalement c'est pas une déception. Moi. Pour moi, c'est pas une déception. Solal, toi, le trophée de la déception, je pense pas que tu l'aurais donné à Ferguson. À qui tu l'aurais donné? Non, je l'aurais pas donné à Ferguson en effet. Et je sais pas si j'aurai l'occasion de reparler de Muscala après. Si, je pense. Ok, bah je Mais le garde alors. vas-y un petit peu. Non, justement, je le garde parce que ouais, bon, forcément, petite déception, mais j'en parlerai donc après. Mais sinon, en plus, j'ai été vraiment un peu déçu quand même. Moi, Nader, j'ai jamais vraiment accroché, mais c'est pas vraiment une déception. Enfin, il est pas cité là, mais je pourrais peut-être le mettre là-dedans. Mais pour moi, si vraiment je devais en citer un, même s'il y en a pas vraiment, comme a dit Morgan, ça serait ouais, Diallo, parce que, enfin, en fait, j'ai pas l'impression du tout qu'il ait progressé, quoi. C'est toujours, il court et il rentre dedans et il rentre un shoot tous les 8 matchs et voilà. Ouais. Je trouve Ouais, qu'il est un peu manchot là-dessus, quoi. Ouais, je suis de ton avis complètement. En fait, moi, c'est plutôt Diallo qui m'a déçu parce qu'il y a vraiment zéro progression alors qu'il est très très brut. On va dire que Ferguson, comme vous l'avez dit, il a gardé sa base défensive qui est sa force et c'est plutôt un souci de confiance. Alors j'aimerais bien que moi, ce souci de confiance, il le transforme en alternance dans le jeu, notamment pour faire des drives, pour créer pour les autres. Je suis sûr qu'il est capable de faire ça. Mais Diallo, il y a vraiment zéro progression en fait. Il a presque pas joué cette année en plus. Donc ça fait partie de la déception. Donc c'est peut-être un joueur sur qui on avait pas mal parié à un moment l'année dernière et qui disparaît petit à petit. T'as mentionné Nader, toi, Solal. Moi, Nader, enfin, c'est pas que j'aime bien, mais j'aime ce qu'il apporte, c'est-à-dire un peu plus de scoring et offensivement, il est un peu plus capable que les joueurs qu'on vient de citer. Alors il a des défauts, les défauts un peu trop croqueurs, j'ai envie de dire. Défensivement, il est moins cohérent que les deux autres. Mais pour lire pas mal les insiders en ce moment qui parlent des futurs contrats de la franchise, c'est peut-être lui qui va rester au final parmi tout ce groupe-là, puisqu'il a un profil qui est complètement différent et qui est intéressant en fait. Je pense qu'on n'en parlera pas trop de Nader, c'est pour ça que je voulais le mentionner. Après, le piège Steven Adams, ceux qui ont voté Steven Adams, c'était un piège, il fallait pas voter pour lui, je vois qu'il a quand même 12%. Et là, je milite pour ça, mais alors il a eu des moments à moitié blessé où il était pas bon, mais sur la fin de saison, il est pas décevant. Et après, Mike Muscala, il a pas autant apporté qu'il devrait. Ça, on verra par rapport à nos retours sur nos prévisions. On pouvait avoir des attentes plus ou moins pour lui, mais il a pas vraiment apporté, et ça restera un joueur de bout de banc.
On va passer maintenant au trophée un peu plus fun. On enchaîne, hein, le temps passe. On va commencer par le trophée du joueur le plus stylé de l'équipe. On sait d'ailleurs qu'il y a eu une sacrée photo au début de la saison, on l'a tous en costard, qui était assez incroyable en niveau swag. Vas-y Morgan, c'est qui pour toi le joueur le plus stylé du Thunder depuis que Russell Westbrook est parti, puisque lui c'est le plus stylé de la NBA de toute façon. Ouais, c'est vrai. Euh, ouais, il y a pas mal de gars qui peuvent l'avoir, mais moi je trouve que Shai Gilgeous est pas mal à ce niveau-là. Ouais. Et puis Steven Adams dans son style aussi a un bon côté swag. Ouais, je dirais ces deux-là, mais avec un petit penchant pour Shai Gilgeous, Alexander. J'ai Shai aussi, puisqu'il a ce swag, ouais. Ça va ressembler à Westbrook un petit peu ce qu'il va proposer. Il a l'air vraiment fasciné par ça. Et tu vois, moi, ce qui est drôle, Adam, c'est que j'ai dans les moins stylés, parce que c'est improbable ce qu'il porte, quoi. C'est vraiment. Il va mettre des claquettes avec une chapka, et puis il Ouais, va y mais aller, c'est quoi. ça son style. C'est ça que... Et après, moi, je mentionnerais juste Gallinari, qui a le look total étalon italien. Les lunettes. Qui est d'ailleurs très chambré. Oui, les lunettes, et qui est d'ailleurs très chambré par Schroeder et Chris Paul vis-à-vis de ça, parce qu'il vient souvent en costard, un peu italien et tout. Et que voilà, c'est la classe italienne. Solal, toi, à qui tu le donnes? On n'a pas trop parlé de Baisley dans ce podcast, donc je vais lui rendre hommage, voilà, même s'il sera pas sûr du basket, mais moi, il me fait rire à tenter des trucs avec ses chaussures de toutes les couleurs et je trouve en vrai, il a un peu de flow. Voilà, c'est juste, de toute façon, je l'aime trop, donc il pourrait venir en sac Tu poubelle vois, que je serais kiffé. tu vois, lui, c'est mon deuxième pire, mais en fait, je vois le swag qu'il a et je vois que des fois c'est stylé, mais il y a des fois c'est trop Ouais, pour moi. Genre, ouais, mais... je dois commencer à vieillir et je me dis non, là, c'est plus possible. Pourtant, Westbrook nous a déjà sorti des trucs incroyables, hein. Mais Beasley, il fait un peu la même chose et pour l'instant, il faut que je m'adapte encore. Pour toi, du coup, Solal, pour toi, le pire par contre, le pire swag de l'équipe. Je sais pas. En vrai, Chris Paul, des fois, il est, enfin, genre, il fait vieux, quoi. Il y a des moments où vraiment, tu te dis, ah ouais, tonton Chris, quoi. Mais après, ça va. Il n'y a pas de massacre dans l'équipe, on va dire. Non, non, je pense que ça va. Et toi, Morgan, est-ce que tu en as mentionné Ouais, un? bah, Chris Paul, pour moi, il a une classe. Ouais, après, c'est le style vestimentaire, peut-être, je sais pas. C'est un papa, c'est un Ouais, papa. voilà. C'est un peu la classe du papa, quoi. Ouais, j'ai noté Muscala, sans grande conviction. Coupe de cheveux, peut-être, et À encore, je revoir. sais pas. C'est du jugement en plus, hein, donc ouais, j'en ai pas noté tant que ça. J'ai pas, comme Solal, on a que des mecs stylés de toute façon avec les filles. Ça fait partie des critères. Clairement. Et en plus, on n'a pas trop eu de déboires capillaires cette année. Des fois, on a eu des trucs un peu incroyables. Là, cette année, c'était plutôt. J'ai pas souvenir d'une coupe un peu Non, improbable. mais on a une équipe de sages. Ouf. Tu parles de qui? De Kyle Singler à l'époque? Ouais, mais même des fois, tu vois, mais il y en a qui faisaient des coupes pas longtemps, mais c'était pas top, quoi. Ouais. Ça Bah changeait vite, d'ailleurs, ça changeait vite. Shai Gilgeous a changé de coupe de cheveux là, ce soir, ouais. Oui, il a fait les. Ouais. Comme Ouais, les Westbrook, dreads. les tresses là. Ok. Maintenant, on va donner le trophée du nouveau chouchou. On va dire de notre joueur préféré de l'équipe actuelle, puisqu'elle a beaucoup changé. De celui qui nous a un peu touché cette saison, j'ai envie de dire. Solal, vas-y, c'est qui ton chouchou maintenant pour plusieurs années? Et ben moi, j'espère qu'il reste et qu'il gardera ce rôle de sixième homme. Donc vous avez deviné de qui je vais parler. Mais moi, Schroeder, franchement, j'ai un peu comme Morgan. Bon, j'étais pas si bas que ça, mais quand il était à Atlanta, je l'aimais pas trop. Et franchement, mais enfin, c'est tellement, je trouve qu'il représente tellement bien cette équipe. Il est tellement kiffant ce joueur à regarder dans ses sorties en dehors du terrain, etc. Franchement, moi je l'adore et je trouve qu'il représente parfaitement la mentalité d'OKC. Mhm. Morgan. J'avais noté Schroeder aussi parce que bon, j'ai évidemment mis Shai Gilgeous Alexander. Je pensais que ça allait être assez unanime. Donc j'ai évidemment Shai Gilgeous. J'avais noté Schroeder pour refaire mon mea culpa par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Et bah, je vais dire Steven Adams parce que c'est un joueur que j'adore, que j'ai du mal à chaque fois quand on critique et que il reste pour moi comme a dit Solal pour Schroeder, c'est même encore plus c'est l'âme de cette équipe. C'est le joueur le plus ancien avec Robertson. D'ailleurs, j'aurais pu citer Robertson, même si bon,
on l'a pas vu cette année, donc c'est plus compliqué. Mais c'est le joueur qui est le plus ancien, c'est le joueur qui a le plus de vécu du coup dans cette équipe-là et qui représente le mieux cet état d'esprit de cette nouvelle équipe, vraiment basée sur le collectif. Et quoi de mieux qu'avoir un joueur qui sait faire le travail de l'ombre, qui sait laisser la lumière aux autres. Donc ouais, Steven Adams. Alors évidemment, Shai il est hors compète parce que moi, il est passé à un autre level, mais je mettrais Steven Adams en chouchou. Ok. Bon, moi je suis dans la hype shy. Je peux pas Ouais. sortir de là. Ouais, mais je Le... le m- suis aussi, mais je voulais dire quelqu'un Ouais, d'autre. pareil, Ouais, hein. ouais. J'aurais dit Dort en deuxième, mais je peux pas passer à côté de Shea et je pense qu'il le mérite. Après, il faut juste qu'il arrête de faire des TikTok et ça ira encore mieux. Mais, Ah bah mais cette non, jeune non. génération là, avec Oui, Basley aussi. ouais. Et je me sens vieux, je me sens vieux quand je vois ça. Et pourtant, pourtant, je le suis pas. On passe maintenant au trophée de celui qui nous a le moins apprécié. Alors, Solal, qui est le joueur que tu as le moins apprécié, toi, cette année, celui qui t'a un petit peu saoulé, on va dire? Mais bon, je pense que là, c'est le moment de parler de Mikey Mike, le Moose, le petit Muscala. Ah là là, c'est que d'aventure les nuits avec lui, hein. C'est, ouais, vraiment, Su- c'est. su- Suivez les lives de Solal juste pour les insultes à Muscala. Non, C'est... mais parce que franchement, mais en plus, le podcast de preview qu'on avait fait donc à 3 aussi, j'étais vraiment sur lui en mode ouais, ah, ça peut être vraiment un petit chouchou de la salle à chaque fois qu'il rentre un 3 et tout, mais sauf que pour ça, faudrait qu'il en rentre. Et non, ça veut pas. Et voilà, j'avais même dit qu'il finirait titulaire. Enfin bref, c'est une cata ce joueur. C'est ouais, ouais. Et, et tu vois, il a fait des matchs où il s'était honnête. Hein. Non Il y a mais des ouais, fois mais où Noël était blessé et c'était... Alors après, ça dépend des attentes que t'en avais, non mais mais tu sais, sur le des matchs début où de il rentre, il met saison. 2 tirs, et il met... Ouais, ouais, Moi, je me ouais. rappelle, il y avait une stat du type, ouais, il avait raté 18 tirs à 3 points Hum, d'affilée, un hum, truc comme ça, hum. j'ai plus la stat exacte, mais enfin, franchement, c'était Ouais, un peu non, un c'est enfer, vrai. quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Morgan, toi, le joueur que tu as le moins apprécié? Euh, ouais, bah, je suis amoureux de cette équipe, donc j'ai pas beaucoup Trop de d'amour, joueurs que Morgan, j'aime c'est... pas, mais si je devais en dire un, mais c'est plus par rapport au style du joueur qui des fois m'énerve, mais il reste assez bon dans ce qu'on lui demande, c'est Nader. Bon, je sais qu'on en a un peu parlé durant la saison aussi avec Pierre, et qui est peut-être pas forcément d'accord avec moi, mais son côté un peu brut oula, son brut de décoffrage, euh, bah m'énerve un peu. Il va faire quelque chose de bien, mais il va s'enflammer après et partir en coast to coast, enfin, et faire une erreur défensive après, oublier son gars. Il est assez, des fois il va faire de très bonnes choses, donc on va s'enthousiasmer après une de ses actions, mais il va faire vite calmer tout ça par les deux grosses erreurs. J'ai un peu de mal avec son style après, mais c'est vraiment pour en citer un. Ouais, C'est vraiment pour en je citer peux un. pas le mettre, moi, parce qu'il a contré 2 fois Jason Tatum dans le dernier match, et rien que pour ça, et le sum qu'il a mis à Alan, je peux pas le mettre. Je peux pas le mettre. Dédicace à Alan. Moi, j'ai mis Burton. En fait, j'adorais Burton l'année dernière, mais cette saison, chaque rentrée, Mm. c'était d'un niveau. Il a rien apporté, quoi. À chaque fois, c'était catastrophique. Il prenait un tir à 3 points. On était content si ça touchait le cercle, j'ai envie de dire. Euh, Ouais. C'est non, vrai, hein. Ouais, mais c'est Enfin, triste non, sa mais saison. c'était. puis Ouais, il a un côté dépressif là, oui. durant la saison. Hmm. Faudra faire gaffe. Enfin bon, faudra faire gaffe, Oui, il y je a eu sais cet pas, mais épisode où il se plaignait, ouais, de son temps de jeu, Mm. où c'était pas très joyeux sur son Instagram. Il y a eu, ouais, là cette année, alors j'apprécie le joueur, mais c'est vraiment cette année lui qui s'est peut-être moins accroché à cette nouvelle culture, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que je le mettrai dans cette catégorie. Maintenant, on passe à la question spéciale qu'on t'ait faire Thunder, puisque on va parler du joueur qui nous a fait le plus kiffer pendant les lives qu'on réalise chaque nuit et que je vous invite à suivre quand l'NBA aura repris. Solal, après on parlera en tant que We Are Thunder. Solal, qui t'a le plus fait kiffer cette année pendant tes lives? Euh, j'ai très envie de dire shy, mais en fait, j'ai l'impression que j'ai toujours très envie de dire shy, mais je le dis jamais. Mais, mais je vais partir sur Chris Paul parce que rien que pour, tu vois, tous les buzzers en fin de quart-temps, c'est des trucs tout cons, mais c'est tellement kiffant. Et puis dans le clutch, ouais, franchement, Chris Paul à avoir dans son équipe, c'est un vrai plaisir.
Je me permets d'enchaîner. Moi, je vais aussi dire Chris Paul. J'avais une mention pour Schroeder, mais Chris Paul, parce que je me revois à toutes ces quatrièmes quart-temps. Il reste 5 minutes. Le Thunder est à -3 et t'as Chris Paul qui rentre sur le terrain. Et je tweete à chaque fois le papa rentre sur le terrain, c'est CP free time, voilà. Et à chaque fois, ça loupe pas. C'est incroyable. Et rien que, ouais, voilà, c'est dans les clutches que nous, on vit un peu plus intensément les moments dans les lives. Où le plus de monde interagit d'ailleurs, il faut être le plus vif, j'ai envie de dire, pour tweeter en même temps que pas louper les actions. Donc ouais, c'est vraiment ces moments-là. Bien que Shai, c'est tous les soirs, en fait, il nous habitue à des grandes choses. Et son triple-double, là, m'a assez fait vibrer. Sur ce match-là, ça m'a assez marqué. Mais Chris Paul pour les clutches. À toi, Morgan. Et puis Shai nous a rappelé quelques souvenirs sur ce match-là. Ouais, complètement. Moi aussi j'ai noté Paul évidemment pour le clutch, mais je vais rajouter une petite chose pour Chris Paul, c'est à chaque fois qu'on rentrait dans le bonus, c'est la spéciale Paul, qui m'énervait à un point quand il n'était pas au KC, mais qu'est-ce qui me faisait kiffer à chaque fois qu'on rentrait dans le bonus, c'est le petit swipe et les petits lancers qui à chaque fois valaient un tweet de notre part. Le tweet spécial avec la victime du soir. Ouais, victime du soir. Que j'avais repris à, je sais plus, Eric Horn, ouais. Voilà. Oui, après, comme on peut en citer beaucoup. Moi, les rentrées de Schroeder, je pense que tu voulais aussi en parler. C'est à chaque fois, il mettait 9 points dès sa première rentrée au bout de 5 minutes, et dans le troisième carton ou quatrième, au début de quatrième, c'est pareil, c'est lui qui scorait, qui était là pour le scoring. C'était quasiment tous les soirs, et c'est toujours aussi sympa, enfin, à suivre quand on suit le match et qu'on doit live tweeter. Voilà, c'est Chris Paul et Schroeder. Ok. On va donner maintenant le trophée du joueur qui nous a le plus énervé pendant nos lives, parce que des fois on pète des câbles, vraiment. Et moi, je pense que c'est Gallinari. Je prends la main, je dis Gallinari. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Gallinari, il y a des fois où il va te mettre 3 tirs à 3 points d'affilée, et des fois, il va louper un tir un peu important tout seul, alors qu'il a 40% à 3 points et tout, et il n'y a rien de plus énervant en fait. Je m'en souviens d'un dans les derniers matchs où dans le clutch, on est peut-être à -7, et il rate un tir tout seul ouvert à 3 points pour relancer le match, et ça tourne pas dans notre sens, et tu vois, c'est le genre de truc qui m'énerve, et ça c'est parce que j'ai de l'exigence envers le joueur, plus que par rapport à certains, voilà. Et ça, des fois, je sais que ça m'a rendu un peu fou, où il loupait des séries de tirs alors qu'on en avait besoin, et qui peut être très 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 efficace. Solal, le joueur qui t'a le plus énervé. Bon, je sais à peu près, mais... Non, mais je vais pas repartir sur Mikey Mike, mais non, sinon, je pense qu'en dehors de Muse la chèvre, je pense que je te rejoins sur Gallinari, franchement. Comme c'est un peu un joueur de série, c'est sûr que c'est toujours frustrant certaines fois, mais après, ouais, il n'y a pas vraiment, en dehors de Muscala, de joueurs qui m'ont énervé cette année, ça va. Enfin, Gallo nous énerve, mais des fois nous fait aussi bien kiffer quand il met des grands tirs. Ouais, voilà, c'est ça. Morgan, est-ce que t'as un joueur différent de Gallinari ? Pour les mêmes raisons de la catégorie d'avant, Nader m'énerve. Oui, parce qu'il va faire des choses qui sont pas logiques, et donc il va pas réussir, et donc ça va m'énerver un peu sur le moment. Il y a aussi Diallo aussi qui est un peu énervant quand il fonce tout droit et qu'il il fait une faute offensive logique. Ouais, c'est des petits trucs comme ça, mais bon, je vois ce que vous voulez dire avec Gallo, c'est qu'on en attend beaucoup. Peut-être que j'en attends un peu moins de Nader ou de Diallo. Donc, ça me frustre sur le moment, mais en fait, on n'a pas de gars énervants parce qu'on n'a pas de bouffeur de ballon. Russell Westbrook l'était un peu énervant, parfois, même s'il était incroyable sur certaines séquences, il avait ce côté énervant, à vouloir prendre les choses en main. Cette année, on en a pas, donc Schroeder peut-être sur un ou deux matchs, mais encore c'est rare, donc on n'a pas vraiment de joueurs énervants. Ouais. Schroeder a peut-être ce côté-là un petit peu plus garder la balle. C'est pour ça que c'est le seul. Ouais. On va finir cette série de trophées par l'élection de notre match préféré de l'année, qui a été écourté malheureusement, mais on a eu quand même des sacrés matchs cette année. Je vais commencer par toi, Morgan. Tiens, le match que tu retiendras de cette année. J'en ai cité 3, mais je vais quand même en citer qu'un. C'est le match à Houston. C'est le Martin Luther King Day, je crois.
Ouais, je crois que c'est ça. Avec, on doit être mené de 15 points à 7 minutes de la fin. Et puis, bah, c'est ce match-là où Gallinari Prends feu. on colle 3 points, 3 points de suite avec une faute à 3 points, je crois aussi. Et Schroeder qui plante le game winner sur la tête d'Arden. Ouais, c'était un match un peu spécial aussi parce qu'il y avait Westbrook. C'était aussi un retour de Chris Paul à Houston. Ouais, c'était un match vraiment spécial. Mais bon, on en a eu beaucoup des matchs dans ce style-là. Et j'ai retenu celui-là, j'aurais pu en retenir d'autres, j'en ai noté d'autres d'ailleurs. Mais Vas-y, celui-ci, vas-y, ah, mentionne. je parle Ouais, des deux ouais, autres. vas-y. Bah, il y a celui de Toronto où Shai Gilgeous chez lui Mm. Gros match, gros vient. match. Ouais, ouais, je pense que c'est son plus beau match de sa saison à Shai Gilgeous, avec ce petit marché que personne a vu de Chris Paul juste avant. Enfin, ou reprise de dribble, je sais pas, Si un le truc compte gâteux. FR des Raptors l'a vu, donc désolé C'est vrai, collègues, mais c'est vrai. Et puis il y avait ce match contre Philadelphie en prolongation à la pique, ouais. avec ce petit shoot en transition de Gallinari avec sa célébration qui était sympa. Le match en lui-même, je pense que c'est ce match-là qui était le plus beau dans la continuité. On a eu un clutch aussi sympa, mais c'est celui-là qui Et m'a on les a plus détruits marqué. en prolongation, par contre, si je me souviens bien. Ouais, Ouais, ok. ouais, on doit les battre de 10 points, je crois. Mm. 10 points. Solal, à toi un petit peu tes matchs de la saison. Ouais, bah, du coup, il m'a coupé l'herbe sur le pied sur Toronto, mais franchement, c'est un match que j'avais bien kiffé, le retour de Shai dans son pays. Surtout qu'à ce moment-là, il me semble qu'on avait à peine un bilan positif, donc c'était pas encore. Enfin, c'est une grosse victoire dans la saison, où je veux dire, on l'arrache à la fin dans le clutch. Et voilà, bah, son record en carrière chez lui. Enfin, c'était vraiment un super match, quoi. Et sinon. Franchement, bah là, c'est juste le fan qui parle, mais pour moi, le retour de Russ à OKC, le fait que Ouais. lui, il nous défonce, mais que nous, on découpe les Rockets, et enfin, le plaisir de voir Ferguson m- manger Harden, franchement, ça, c'est vraiment un bon souvenir. Ouais, je pense qu'on était obligé de mentionner ce match-là. Le match en lui-même est pas si beau que ça à voir parce qu'il n'y Ouais, avait pas clairement. d'adversité en fait. Sur ce match-là, Et Houston n'y était pas du tout. à part le petit peu de Chris Paul. Ouais, non, mais d'ailleurs, le petit pont où il dit c'est terminé, là, ouais, c'est. Ouais. Donc, ouais, ce match-là est quand même à retenir, forcément. Moi, je retiens aussi le dernier, à Boston, Ouais. Boston. qui était complètement fou. Il y a ce retour dans la dernière minute avec l'intercession de Schroeder. Moi, il y a le trash talking en privé avec Alan. Enfin, c'était un vrai match marrant. Et après, il y a celui de Minnesota où il y a cette action, je pense, une de la saison, du touchdown de Steven Adams pour Schroeder qui égalise au buzzer pour la prolongation. Voilà, après on peut mentionner aussi le triple-double de Shea. En fait, il y en a eu plein de matchs assez forts en émotion, Ouais, avec des clutches, Mm. les avec des choses. retours contre les Bulls. Bulls et Ouais, Grizzlies, là, à les moins domicile, Ouais, à la suite, 26, là, je crois, moins pas loin. 24, remonté. on a eu des Ouais. gros matchs à Ouais, haut niveau aussi. Enfin, il y a eu vraiment des bonnes choses, hein. ouais. Ouais, on est bien servi là-dessus, Ouais, cette saison. grosse. C'était pas chiant de faire les lives cette année. Bizarrement, je m'attendais à pire et on a pris du plaisir, je pense, à les faire. C'est vrai. Pour finir ce podcast, on va faire un petit retour un peu plus détaillé sur nos prévisions du podcast preview, puisqu'on était tous les trois. Alors j'ai noté quelques petits trucs. Déjà, on était tous les trois contre le tanking, ça j'ai pu le dire. On avait espoir. On était assez bas sur les victoires, sauf Solal, tu les avais à 37 victoires, qui était déjà très haut à cette époque-là. Donc déjà, Et qui reste très bas aujourd'hui. oui, c'est ça, c'est exceptionnel. Donc on s'est là-dessus vraiment tous fait surprendre, comme la plupart d'ailleurs des insiders et des fans même. Alors à part quelques-uns qui sortent des screens des fois, je suis assez surpris. Mais bon. Mais félicitations ceux qui ont prévu ça. La magie de Twitter. Après ceux qui ont prévu 5ème, en playoff je veux bien, mais 5ème j'aimerais bien voir qui l'a vraiment fait. Ensuite, Solal, tu étais toi plutôt optimiste sur le futur niveau de l'équipe par contre, et tu nous mettais dans la course au playoff peut-être plus que Morgan et moi, dont on parlait sur une explosion. Ça, Morgan, on a été plutôt mauvais là-dessus, puisqu'on parlait de Ouais. Gallinari qui s'en allait presque à coup sûr, Schroeder, voilà. Bon. J'ai quand même dit à un moment aussi que c'était inconcevable pour moi qu'on soit dans le top 10 des équipes NBA, ce dont on n'est pas loin actuellement, et ça met en doute notre choix de draft. Et après, on a été plutôt bon sur la progression du jeu collectif, le trio de meneurs, qui nous a fait même mentir, on a été même un peu pessimiste. Morgan sur Schroeder, bon, voilà, on l'a dit, hein, tu le trouvais un peu Ouais. égoïste pour être tradé, voilà.
petite occasion de revenir sur une chose, on était tous les trois pour que Billy Donovan reste cette saison, enfin pourquoi pas en tout cas, mais par contre on pariait sur, notamment vous deux, sur le fait que ça soit sa dernière saison. C'est-à-dire que l'année prochaine, ça sera peut-être il y aura plus Billy Donovan. Après cette saison, où il est peut-être outsider pour être coach de l'année, vous en pensez quoi ? Solal, est-ce que pour toi Billy Donovan doit rester pour le futur de la franchise et construire ? Ça va être un peu la réponse facile, mais ça dépendra des moves de cet été. Je pense que, en tout cas, pour moi, le choix de garder ou non Donovan devrait être une conséquence et ça doit clairement pas être notre premier move. Selon moi, si on conserve Chris Paul et même si Gallinari part, par exemple, ou même Adam se fait trader, etc., je pense que, en fait, à partir du moment où Chris Paul reste, pour moi, Donovan doit rester parce que je trouve qu'en fait, ils vont trop bien ensemble dans le sens où on a vu les limites de Donovan les dernières années offensivement et Chris Paul compense et défensivement Donovan fait un taf parfait. Donc en tout cas la conclusion pour moi ça va être que si Chris Paul reste, Donovan doit rester. Je vois ce que tu veux dire. Je suis plutôt d'accord avec toi et ne pas sous-estimer le travail de Donovan. Morgan, moi j'ai une petite proposition à te faire. Kenny Atkinson à la place de Billy Donovan, est-ce que tu signes ? En fait je suis assez d'accord avec Solal. Je pense que si on garde un socle assez identique à l'exception d'un joueur, voire de deux, mais bon, je pense que c'est bien de garder Donovan parce que ça a l'air d'être une configuration qu'il affectionne. Pas avoir d'ego surdimensionné, même s'il a une superstar, un Hall of Famer dans son équipe, c'est pas Chris Paul qui va, même s'il avait il faut le gérer quand même, Chris dans Paul. Ouais, il faut le gérer, mais bon, sur le terrain, c'est pas Westbrook, c'est pas Harden, voilà. Après, Atkinson, moi, il a l'air très bon. Peut-être que si on repart sur vraiment une reconstruction, comme Soula l'a dit, avec pas mal de départs, Chris Paul, Gallinari, voire Schroeder et Adams qui partent, ouais, peut-être changer même le coach, repartir vraiment sur et Kenny Atkinson serait intéressant. On a vu ce qu'il a fait au Nets avec des jeunes et des égos moins surdimensionnés. D'ailleurs, c'est comme Billy Donovan, ça a moins bien fonctionné quand il y avait des égos plus surdimensionnés. Ouais, c'est une bonne idée, hein, c'est une bonne idée. Après, moi, je suis assez d'accord avec Solal. Si on garde un socle, moi, je garderai Donovan. Je change encore d'avis. Ouais, je vous rejoins là-dessus plutôt. Et après, c'est vrai que l'impact que peut avoir Atkinson en termes de formation, puisque ça, c'est quelque chose qui sera très important dans les futures années. Et au niveau Thunder, on peut avoir des doutes ces dernières années sur les joueurs qu'on a pu former et qu'on a draftés. Par exemple, si on parle de Diallo, de Ferguson, on a du mal à voir les progrès parfois. Donc on peut peut-être se poser cette question-là. Et Atkinson est plus un coach qui agit pour ça, en fait, peut-être un petit peu plus que Donovan pour l'instant. Mais Donovan, cette saison, il a prouvé qu'il pouvait largement faire l'affaire. Et je pense que les critiques ont largement baissé. Sur tous les comptes FR du Thunder, d'ailleurs. Ensuite, Solal, tu as été plutôt bon en pariant que la défense du Thunder serait assez dominante. Là-dessus, encore une fois, très bien. Par contre, tu l'as été un peu moins bon avec Muscala. Sans commentaire. Voilà, je suis obligé de le mentionner. Que avait dit que ça deviendrait peut-être un des chouchous de la franchise, je cite. Oui, c'est le moment où je ridiculise un peu tout le monde, c'est un peu méchant, mais on a tous fait des hot takes un petit peu. Et enfin, on était tous énormément dans la hype Bazley. Et au final, il a eu du temps de jeu, il a eu son rôle de backup, il a été blessé à la fin de saison. Plutôt intéressant. Lui, ça va être aussi du très long terme, et ça, je pense qu'on est plutôt tous d'accord avec ça. Et je vais finir ce podcast, et là, cette fois, c'est normal si les takes sont un peu compliqués, c'était les hot takes qu'on a fait en preview de l'année. Morgan, tu avais Shai à 20 points de moyenne. T'es passé à ça. Pas loin. Je suis sûr que si la saison se terminait, il était à 20 points. Ouais, moyen, et c'est possible. Le mec, il veut pas avoir tort. Non, c'est possible, mais t'es vraiment passé loin. Après, c'était pas une hot take, quoi, quand même. Ouais, 10 points de plus par rapport à oui, si, par contre, oui, ça, oui. Avec Schroeder, Gallo et Paul, on aurait pu penser que... Mais bon, c'est vrai que c'était peut-être une moins difficile à prévoir. Et tu avais Bazley en match des rookies. Bon, c'était un peu plus compliqué. Solal, c'était Bazley il aura prouvé à la fin de la saison qu'il pouvait être titulaire l'année prochaine au poste 4. Le poste 4, c'est pas là où j'ai le nez le plus fin, on va dire, entre Muscala et Bazley, c'est pas... Ouais, je reste sur l'extérieur, on va dire, je suis mieux.
Reste sur les meneurs, on va dire. Et par contre, oui, du coup, sur les meneurs, tu avais dit que Shai serait meilleur que Jamal Murray à la fin de la saison. Bon, moi, je pense. Bon, on va pas rentrer dans des débats interminables, mais on peut avoir ce débat. Et c'est honnête. Honnêtement, c'est plus qu'honnête si on regarde les stats, si on regarde... Après, Murray a l'aura de shooter qui, souvent, les gens aiment bien. Mais si on regarde les pourcentages, Shai a quasiment le même pourcentage que Murray. Je dis juste ça pour les experts shooters. Et c'est un débat. C'est un débat qu'on pourrait avoir. Moi, j'avais quand même dit que Bazley et Shai seraient All-Stars sous le maillot du Thunder à long terme. Ouais. Donc ça, c'est pas encore prouvé. Et j'avais dit qu'Adams marquerait plus de 3 points cette année. Il en a mis un de l'autre bout du terrain. Voilà. Ça en vaut 3 en vrai. Donc, ouais, ça fait un bonus. Vous m'accordez quand même. Avec le chimie. Ouais. Ah, et puis en pré-saison, en plus, le premier shoot qu'il prend là, ça compte, on va dire. Oui. Mais non, parce qu'on a fait le podcast après la pré-saison. Vrai, oui. Parce que je me souviens qu'on a dit... Oui, justement, on en avait parlé. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah non. Ouais. Dommage. Donc malheureusement les miennes ne passent pas pour l'instant en tout cas. Donc on n'est pas été si mauvais que ça non plus là-dessus, on va se le dire, on en a presque... On n'est pas si mauvais. Les gars, on va s'arrêter là. C'était un plaisir de parler de cette saison avec vous. Donc merci d'être venus. Hâte que ça reprenne pour pouvoir redébattre de nouvelles choses, puisque là en final on est tellement optimiste que on a vite fait le tour. On a vite fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Donc allez suivre Solal @OKC Thunderfra, un des comptes FR du Thunder. Et allez suivre Morgan et moi, donc moi @UpandThunder et Morgan et moi @WeAreThunderFR. Donc si vous voulez tout savoir sur le Thunder, c'est les 2 comptes à suivre. C'est aussi simple que ça. Avec Morgan actuellement, on publie notre classement all-time du Thunder. Ça commence de poser quelques problèmes de débat sur Twitter, en termes de subjectivité notamment. Voilà, on a notre classement all-time, on arrive vers les meilleurs joueurs, donc n'hésitez pas à aller voir ça, n'hésitez pas à faire le vôtre aussi. Ensuite, par rapport à Dunk Hebdo, allez écouter les podcasts Dunk Hebdo, surtout en ce moment si vous n'avez pas grand chose à faire. Et allez voter pour le DH20 qui va bientôt terminer, c'est-à-dire votre classement des 20 meilleurs joueurs NBA actuels. Donc j'espère que vous l'avez fait les gars, sinon n'hésitez pas à le faire. Je l'ai fait. Et n'hésitez pas à mettre Russell Westbrook et Chris Paul dedans. C'est fait ça aussi. Et ça, c'est fait. Et je sais même pas si j'ai mis Chris Paul. Peut-être en 20 en wildcard. Voilà. Oh non. Mais j'ai mis 15 moi. J'ai mis Shai en 2 donc à partir de Non, allez le faire, ça nous permet de faire un bon podcast après et bien de débattre de ça. Voilà, c'est tout. Prenez soin de vous, restez chez vous puisque c'est les consignes et on se retrouve très vite, j'essaie de vous prévoir du lourd pour les prochaines semaines et salut.